Donc, nous allons commencer par souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire du CNPM sur l'aménagement du territoire pour réduire les inégalités entre les territoires. Donc, pour ce faire, je vais vous dérouler l'agenda qui va s'afficher à l'écran comme suit. Alors, nous aurons tout de suite le mot d'ouverture du CNPM qui sera prononcé par le président Moussa Mamadou Diallo, qui est le président du CPR des Montpetits et en même temps, il est membre du bureau du CNPM. Il est le vice-président chargé des relations avec les groupements et les CPR. Donc, il va prononcer le mot d'ouverture au nom du président du CNPM. Ensuite, nous aurons le modérateur qui va animer toute la session de ce webinaire à la personne de M. Ibrahim Massako. Il est 4e vice-président délégué du CNPM et en même temps membre du groupe de proposition d'action infrastructure CNPM. Ensuite, nous aurons 3 interventions. M. Adamate Diara, Boubacar H. Diallo et Sori Ibrahim Maïga. Et chaque intervenant aura 10 minutes pour faire sa présentation. Ensuite, à la fin, nous aurons 30 minutes de questions-réponses qui va être suivi de la synthèse du modérateur et ensuite nous allons aller vers la conclusion. Donc, sans autre forme de transition, je vais donner la parole au vice-président Moussa Mamadou Diallo pour son mot de bienvenue au nom du CNPM, au nom du président du CNPM. Okay. Merci, M. Diko. Mesdames et Messieurs, chers participants, au nom du président Bali, retenu pour d'autres obligations, j'ai le devoir et l'honneur de vous souhaiter, en ma qualité de premier vice-président chargé des relations avec les groupements professionnels et les conseils patronaux des régions, la bienvenue à ce webinaire organisé par le Conseil national du patronat du Mali autour d'un thème aussi crucial qu'actuel, aménagement du territoire pour réduire les inégalités entre les régions. Comme j'aime souvent le dire, dans le gouvernement CNPM, j'assure la mission du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités. Donc, je me trouve bien dans mon rôle pour parler au nom du président empêché pour d'autres obligations. En effet, à l'heure de la refondation de l'État, du nouveau découpage territorial et du développement endogène, l'aménagement du territoire constitue un levier stratégique pour bâtir un développement plus équilibré, inclusif et résilient. Dans un pays comme le nôtre, où les disparités régionales restent fortes, que ce soit en matière d'accès aux infrastructures, aux services publics ou aux opportunités économiques, il devient impératif d'interroger nos politiques et pratiques d'occupation de l'espace, d'investissement et de planification. Ce webinaire se veut donc un espace d'échange et de réflexion entre acteurs publics, professionnels de BTP et de l'immobilier et représentants du secteur privé afin d'identifier ensemble des pistes concrètes pour construire un territoire plus cohérent, mieux connecté et plus équitable. Nous avons donc la chance d'avoir avec nous 3 intervenants de haut niveau qui, chacun, depuis son domaine d'expertise, apportera un échange complémentaire sur les enjeux, les défis et les solutions possibles. Il s'agit d'un ancien ministre de l'administration du territoire, Monsieur le Président du réseau patronat des entreprises de construction du Mali, BTP, et Monsieur le Président de l'Association des promoteurs immobiliers du Mali. Alors, je vous invite à rester attentifs, interactifs et constructifs tout au long de cette session d'échange entre nous. Merci encore pour votre présence à ces webinaires et que les échanges soient riches et inspirants. Je vous remercie. Okay. Merci, Président, pour votre mot de bienvenue. Et sans autre forme de transition, je vais peut-être laisser la parole au modérateur qui va conduire toute la session de ce webinaire-là. Il s'agit de M. Ibrahim Khalilou Sako. Il est membre de l'OPECOM. Il est aussi le 4e vice-président délégué au niveau du CNPM et en même temps aussi, il est le président du groupe de propositions et d'actions infrastructure du CNPM. Donc, la question est bien à celui qui doit peut-être pouvoir la gérer. Donc, monsieur le modérateur, je vous cède le plateau.
Merci bien, M. Diko. Mesdames, Messieurs, chers participants, c'est un honneur pour moi de modérer ce débat combien important qui porte sur l'aménagement du territoire. Le thème vient d'être dépeint dans le discours de M. Diallo, représentant le président du Conseil national du patronat du Mali, qui a vraiment bien campé les décors et qui nous a fait part de l'importance de ce sujet. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'acquérir d'éminents panélistes dont le parcours est très honoré. Je vais vous en présenter tout juste quelques lignes. C'est loin d'être complet, tellement que nous avons vraiment en face de nous aujourd'hui des très grands experts, des très grands spécialistes dans leur domaine respectif. Alors, le premier panéliste, c'est M. Adama Tchemoko Diarra. Il est titulaire d'un doctorat en gestion des ressources en eau. M. Diarra a enseigné à l'ENI, à l'École nationale d'ingénieurs de Bamako, de 1988 à 2008. Il fut conseiller technique au ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau de 2008 à 2011. Ensuite, il a été DG de la SOMAPEP de 2011 à 2017 et enfin ministre de l'aménagement du territoire et de la population de 2017 à 2019. Donc, il est notre premier panéliste. Nous allons, sans autre forme de transition, lui donner la parole pour sa présentation. Monsieur Diarra. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci, monsieur le représentant du président du patronat. Je voudrais, à l'entame de mes propos, féliciter le patronat pour l'initiative d'organisation de ce webinaire. C'est une thématique très importante pour le développement durable et harmonieux de notre pays, mais une thématique dont on parle peu. J'insiste dessus. Alors, d'où toute l'importance, n'est-ce pas, de ce panel-là. D'abord, moi, je voudrais dire pourquoi aménager le territoire. Pourquoi aménager le territoire? On aménage le territoire pour pallier les grands déséquilibres en vue d'assurer l'harmonie dans le développement du pays. Donc, réduire les déséquilibres régionaux. Prenons l'exemple basique de la capitale. Depuis fort longtemps, il existe un déséquilibre entre rive gauche et rive droite concernant la ville de Bamako. Alors, les infrastructures sont essentiellement concentrées sur la rive gauche. Sur le plan de la santé, par exemple, la réalisation de l'hôpital du Mali a contribué à atténuer ce déséquilibre. Donc, corriger donc les disparités zonales et régionales participe de l'aménagement du territoire. J'ai donné cet exemple pour qu'on comprenne. Et là, l'aménagement du territoire joue sur la dynamique démographique. Quand vous prenez la ville de Bamako comme exemple toujours, vous verrez que la population de Bamako était concentrée essentiellement en rive gauche, où il y avait les infrastructures. Et la rive droite était vierge. Maintenant, avec les infrastructures en rive droite, les populations ont tendance à s'équilibrer entre rive gauche et rive droite, juste pour donner l'importance, n'est-ce pas, de l'aménagement du territoire. Et autre déséquilibre, c'est la disparité entre les zones nord et sahéliennes par rapport aux autres espaces du pays, zones dans lesquelles la densité est faible, le nord et la zone sahélienne. S'agissant maintenant du diagnostic, je dirais l'état des lieux en matière d'aménagement du territoire, je dois dire que depuis l'indépendance en 1960, le Mali cherche à s'ouvrir le chemin du développement au moyen de politiques publiques successives qui ont été mises en œuvre dans le cadre de plans de développement socio-économique. Mais, je dis mais, force est de reconnaître que ces politiques et plans de développement n'étaient pas sous-tendus par une vision holistique
c'est-à-dire une vision globale d'aménagement du territoire. C'est pendant les décennies récentes que l'État malien a placé l'aménagement du territoire au cœur de sa politique de développement, en adoptant dès 2006, je dis bien 2006, une politique nationale d'aménagement du territoire. Donc la première politique d'aménagement du territoire a été adoptée en 2006. Cette politique a été renforcée par la mise en place, respectivement, d'une deuxième génération de politique nationale d'aménagement du territoire, après, bien entendu, l'évaluation de la première politique. Et accompagnant aussi d'une loi d'orientation pour l'aménagement du territoire en 2017. L'objectif général de la politique nationale d'aménagement du territoire est de concourir à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations. Malgré les efforts, des difficultés persistent encore dans la mise en œuvre des plans, des programmes et stratégies et des projets. Le constat amer, je dis bien le constat amer, est que ces politiques ont manqué d'instruments d'opérationnalisation dont le schéma national d'aménagement du territoire. Pendant tout ce temps, le Mali ne disposait pas encore de schéma national d'aménagement du territoire. L'absence d'un schéma national d'aménagement du territoire comme instrument de déclinaison, bien entendu, territoriale des objectifs de la politique nationale. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe de nos jours un schéma national d'aménagement du territoire dont l'élaboration a commencé en 2018. En 2018, l'élaboration de ce schéma a commencé quand j'étais ministre, bien entendu. Donc, j'ai enclenché le processus d'élaboration de ce schéma, donc, qui a pris fin en 2021 et qui a été adopté en 2021. Je m'en vais vous montrer une copie de ce schéma, le schéma national d'aménagement du territoire. Ça, c'est le schéma national d'aménagement du territoire qui a été élaboré, n'est-ce pas, en son temps par le ministère de l'aménagement du territoire et de la population et finalisé aujourd'hui par le ministère de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Alors, ce schéma national, n'est-ce pas, a procédé à différents diagnostics. Eu égard au temps, donc j'ai tenu à vous montrer ce schéma et vous faire savoir que tous les diagnostics se trouvent dans ce schéma, les diagnostics sectoriels, n'est-ce pas, les diagnostics territoriaux aussi, qui existent dans ce schéma. De tous ces diagnostics, il faut retenir, n'est-ce pas, entre autres, le boom démographique. Le boom démographique, c'est important. La population de Bamako, qui était de l'ordre de 4 millions en 1960, dépasse de nos jours 22 millions d'habitants. Donc, vous voyez que ce boom démographique va jouer sur l'occupation des terres. La mauvaise répartition aussi spatiale des infrastructures. Tous azimuts, infrastructures de santé, d'éducation, d'énergie, d'accès à l'eau potable, industriel, assainissement. Et donc, la mauvaise répartition des bassins industriels. Et une urbanisation galopante, mais désordonnée. L'urbanisation, elle est galopante, mais elle est désordonnée. La variabilité climatique. Donc, ce sont ces constats qui ont été faits dans ce schéma. Au niveau régional, les actions de développement sont coordonnées par le schéma régional d'aménagement du territoire. Au niveau des cercles, par le schéma local d'aménagement du territoire et au niveau des communes, par les SCAT, le schéma communal d'aménagement du territoire. Cela s'inscrit dans le cadre de la décentralisation. Donc, il revient aux collectivités d'élaborer leur schéma. Mais pour s'assurer que ces schémas sont en cohérence avec le schéma national, ces schémas font l'objet d'adoption en Conseil des ministres. Au plan urbain, il faut signaler l'inexistence et ou le non-respect de la plupart des outils de planification et de gestion urbaine. Et cela constitue le problème fondamental dans la gouvernance, bien sûr, spatiale, notamment en ce qui concerne le district de Bamako. Il y a lieu à cet effet de signaler que le premier schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, donc outil de planification urbaine de premier degré de la ville de Bamako, a été élaboré en 1981
a connu 2 révisions, celle de 86 et de 95. Mais en dépit de ces 2 révisions, ce schéma aujourd'hui caduque depuis 2015. Parce qu'un schéma d'aménagement se fixe un horizon. Une fois que cet horizon est dépassé sans, n'est-ce pas, une évaluation, donc le schéma reste dépassé. Alors, j'ai donné l'historique des politiques. Maintenant, quel est le bilan de ces politiques d'aménagement? Il faut dire que le bilan, pour le moment, est négatif. L'évaluation de la politique nationale d'aménagement du territoire en 2014, l'évaluation de la politique, ça c'est de la politique, hein, en 2014, a permis de relever que les orientations et objectifs des politiques passées n'ont pas été déclinés en programme, en projet opérationnel. Il n'existait non plus aucun indicateur de suivi et évaluation relatif aux orientations et aux objectifs de la politique nationale. Sans parler du fait, comme je l'avais dit tantôt, qu'il n'existait même pas de schéma national d'aménagement du territoire. Schéma qui est l'instrument d'opérationnalisation de la politique. C'est aujourd'hui que ce schéma est disponible. Donc, il y a aussi le manque d'articulation entre la politique et les programmes sectoriels. Parce que quand on parle d'aménagement du territoire, l'aménagement du territoire embrasse tous les secteurs. Donc, il faut vraiment cette cohérence intersectorielle. Donc, pour corriger ces contraintes, le gouvernement malien a adopté en 2016 la nouvelle politique d'aménagement du territoire, dont la vision est de concourir à l'unité nationale, aux solidarités entre les citoyens, au développement économique harmonieux et à l'intégration nationale. Cela permettra de réduire les disparités de développement entre les collectivités territoriales par une péréquation des ressources en fonction de leurs charges, bien sûr, et de renforcer l'attractivité, la compétitivité, la complémentarité et la solidarité entre les régions. Toujours par rapport au temps, je m'en vais encore un peu plus vite. S'agissant de l'orientation... Il ne reste pas beaucoup. Hein. S'agissant de l'orientation et levier pour un aménagement équilibré, donc il faut dire d'abord qu'il faut élaborer un schéma national d'aménagement du territoire qui doit rester une véritable boussole pour le développement. Ceci est important. Le schéma national doit rester une boussole pour le développement. Bon, le Mali est un pays à vocation essentiellement agricole. De ce fait, il est essentiel de fixer et cartographier les terres à vocation agricole et mettre fin au processus de développement désordonné. Vous savez, aujourd'hui, on a de la peine à distinguer les terres agricoles des terres minières. Pour ceux qui ont fait le Mali profond, les terres agricoles sont aujourd'hui utilisées comme des terres minières, ce qui est aux antipodes de toute politique d'aménagement du territoire. Parce que les vocations des terres doivent être dégagées. Les terres agricoles doivent le rester, les terres minières doivent le rester. Alors, il faut aussi doter le pays d'un maillage du territoire en infrastructure et en équipement structurant. Je dois ajouter que dans le cadre de la gestion des frontières, l'UEMOA, à travers le Conseil des collectivités territoriales, a impulsé une nouvelle forme de coopération frontalière fondée sur le concept de schéma d'aménagement transfrontalier intégré. Et là, dans ce cadre, l'UEMOA a déjà élaboré ce que nous avons appelé des SATI. L'UNA a déjà élaboré des schémas d'aménagement au niveau des frontières de 4 espaces frontaliers. Il s'agit de l'espace Sikasso, Korogo, Tirasso, de l'espace Dori, Tira, Tombouctou, de l'espace Gaïa, Mélanville, Kamba, etc. Ceci est extrêmement important. Au niveau des zones transfrontalières, alors il faut une coopération en matière d'aménagement entre les pays, n'est-ce pas, frontaliers. Pour terminer, je tiens à dire que nos efforts seront vains tant qu'il n'existera pas une politique de gouvernance territoriale stable. Je dis bien ça. Pour surmonter cette contrainte, certains pays ont tenu à constitutionnaliser leur schéma national d'aménagement du territoire. Certains pays ont tenu, je dis bien, à constitutionnaliser leur schéma national d'aménagement du territoire.
De ce fait, quelles que soient les vicissitudes de la vie politique, avec son lot d'alternance au pouvoir, la problématique d'aménagement du territoire restera une constante. Une constante. Le schéma national que j'ai exhibé dit tout simplement, se limite au principe d'opposabilité du schéma national d'aménagement du territoire au tiers. C'est-à-dire que les différents acteurs territoriaux sont obligés de s'y référer à travers un texte. C'est ça, cette obligation qui est faite dans le schéma national. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. S'il y a un schéma national d'aménagement du territoire, ce schéma national d'aménagement doit transcender les successions au pouvoir, doit aller jusqu'aux générations futures. Surtout que le schéma national d'aménagement actuel va jusqu'à l'horizon 2041. Donc, voilà un peu, Monsieur le Président, eu égard au temps, ce que je pouvais dire un peu rapidement. Et je vous remercie vraiment de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour vraiment cette brillante présentation. Nous retenons que le schéma national d'aménagement est une boussole pour le développement. Et ses objectifs, c'est l'unité nationale, la cohésion sociale, et vraiment, et que lui-même, son importance, certains pays l'ont constitutionnalisé. Vraiment, merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cette brillante présentation. Et nous allons à présent donner la parole. Est-ce que monsieur Diallo est là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Ah, on vous attend, mais on ne vous voit pas. Ah, on ne me voit pas? Oui, oui. Pourtant, ma caméra... Bon. On ne me voit pas? Mais moi, je me vois là. Ah. On ne me voit pas? Maintenant, moi je ne t'aperçois pas sur mon... Est-ce que les autres me voient? C'est bon, je vous vois voilà. maintenant. Parce que souvent, les gens vont à l'écart, quoi. Voilà. Oh, oui, c'est parti encore. Bien. Et pourtant, c'est là? OK, on va faire avec. Donc, le second panéliste est M. Boubacar Assimi Diallo. Il est ingénieur de construction civile de renom et une figure emblématique du secteur du bâtiment et des travaux publics au Mali. Il est diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Bamako en 1987. Il est directeur général de la CITAC SA, entreprise qu'il a fondée en 1991. Il préside depuis 2017 l'organisation patronale des entreprises de la construction du Mali, comme BTP, et il a été reconduit à ce poste en 2023. À l'échelle nationale, il siège au Conseil national de transition CNT en tant que représentant du secteur privé. À l'international, il est impliqué dans de nombreuses instances, dont la Fédération internationale des corps d'associations consulaires, où il assure la présidence pour l'Afrique de l'Ouest et australe. Il est également consul honoraire de Malte au Mali depuis 2012. M. Diallo est officier de l'Ordre national du Mali et a reçu plusieurs distinctions honorifiques pour la qualité de ses activités professionnelles. Son expertise couvre les domaines des infrastructures des routes, des ouvrages d'art et du développement territorial. J'espère qu'il y a beaucoup de choses à dire encore sur le parcours de M. Diallo. Compte tenu du temps, nous avons retenu ces quelques phrases. M. Diallo, est-ce que ce CV-là vous va? Bon, non, bon, je n'ai même pas écouté, bon, donc il n'y a pas de problème, je n'ai même pas écouté. Donc, OK, d'accord. Donc, on vous donne la parole pour votre exposé. Vous avez quand même 10 minutes, hein, il est 15h32. J'espère que vous allez vous efforcer de respecter ce temps. On y va. Oui, je vais m'efforcer. J'espère que Monsieur le ministre a donné des bonus à nous autres là, parce qu'il a dû certainement dépasser le temps. Donc, je m'associe à lui pour vraiment saluer
saluer le CNPM pour cette initiative relative à l'aménagement du territoire qui joue deux rôles essentiels, une question d'efficacité économique et de la justice sociale. Ce thème est très vaste parce que toutes les politiques publiques doivent s'en inspirer pour que demain, les générations futures ne trouvent pas que nos nouvelles villes sont situées sur des mines d'or et des mines de lithium, etc. Donc, il faut vraiment une répartition géographique spatiale de notre espace afin qu'on puisse assurer le développement de notre pays. J'ai fait une petite présentation que je vais vous montrer. Je vais faire un partage d'écran. J'espère que la technique va me suivre. Franchement, cette affaire-là, c'est... Oui, Abba, oui. Allô? Oui, le partage d'écran ne passe pas là. Comment? Oui, je suis en train de partager l'écran comme ça là. Voilà, c'est ça qui voilà, partager tout l'écran. Voilà, partager. Bon, je ne sais pas, je ne vois, ça n'arrive pas, hein. Comment? Oui, je ne sais pas pourquoi ça n'affiche pas, quoi. D'accord. Alors, bon, donc, il y a la technique qui n'est pas avec moi. Président Diallo, je pense qu'on peut continuer sans la projection pour gagner du temps. OK. Voilà. D'accord. Donc, voilà, d'accord. Donc, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas voir le document qui a été présenté. Bon, donc, l'aménagement du territoire pour réduire les inégalités entre les régions, il y a d'abord, au niveau de l'OPECOM, le rôle du BTP dans la réduction des disparités. Et ce rôle de BTP, on a toujours dit dans le temps, quand le BTP va, tout va. Bon, donc aujourd'hui, il y a des difficultés. Donc, si ça ne va pas beaucoup, cela veut dire que le BTP ne va pas trop. Je vais aussi vous parler rapidement des enjeux en ce qui concerne les routes et autres. Il y a les enjeux démographiques,
les enjeux écologiques et les questions de financement, et ensuite quelles sortes de propositions il faut faire aujourd'hui pour que le système s'en sorte, parce qu'il s'agit vraiment de savoir à un niveau politique si tout le monde veut que le BTP s'en sorte aujourd'hui. Parce que nous avons l'impression que c'est un secteur qui est à l'abandon. J'ai vu récemment dans un journal que le BTP succombe dans le silence de tout le monde, dans l'indifférence générale. Alors, pour réduire les disparités régionales, le BTP crée des emplois. Il crée des emplois. Il y a des emplois qui sont non délocalisables. Une fois que les infrastructures sont réalisées, ça permet aux populations locales de rester sur place et de continuer à les exploiter pour leur propre compte. Il y a aussi les emplois tout court, la création d'emplois au niveau de ce secteur. Ensuite, l'amélioration de l'accès aux infrastructures et aux services, les logements, les écoles et autres. Et le BTP soutient l'économie régionale grâce à la formation et au savoir, en améliorant aussi le savoir-faire des populations, en développant les infrastructures et le dynamisme des régions, en stimulant aussi les activités régionales. Vous savez que quand le BTP tourne, il fait tourner, il y a une sorte de dynamique interne d'entraînement. L'ensemble des secteurs bénéficient de cette dynamique au niveau de la réalisation des infrastructures. Par exemple, quand on voit au niveau des populations rurales, aujourd'hui, pour faire écouler leurs produits sur les marchés locaux, il y a d'énormes difficultés. Donc, la question d'accessibilité pour réduire les inégalités, c'est un rôle important et le BTP contribue à jouer valablement ce rôle pour que les populations puissent devenir de moins en moins pauvres en pouvant acheminer leurs produits non seulement vers les marchés locaux, vers les marchés hebdomadaires, et aussi au niveau des zones de consommation urbaine. Par exemple, il y a eu certains projets dans le cadre des projets d'aménagement de l'accessibilité rurale. Il y a aussi la connexion entre les régions. Pour que les régions puissent se développer, il faut qu'il y ait une certaine interconnexion. Et ces investissements publics, tels que les routes et les ponts, contribuent pour beaucoup. Il y a aussi l'amélioration de la qualité de vie, le fait que les populations peuvent accéder facilement aux écoles, aux hôpitaux, aux logements et aux services publics sont des facteurs que le BTP engrange afin que les inégalités puissent être réduites ou simplifiées. Il y a aussi la valorisation des ressources locales. Et vous savez, les populations ont de l'imagination. Il y a certains produits qu'eux-mêmes ils développent. Les entreprises contribuent à leur amélioration. Il y a des produits locaux qu'ils fabriquent, que nous on prend, on essaie de transformer, on améliore, on industrialise. Et déjà, le fait que les populations locales font une partie en produisant la matière première, telle que les matériaux de construction et autres, les fournitures de matériaux, nous utilisons ces mêmes matériaux pour les transformer en produits finis. Donc, on fait quelque part de la valeur ajoutée. L'accès aux infrastructures joue un rôle fondamental en ce sens que nous contribuons à la lutte contre l'exclusion, à la lutte contre les inégalités régionales et nous contribuons aussi à travers la réalisation de nos infrastructures à la cohésion sociale et à la paix. Les enjeux, ils sont des enjeux démographiques. Ils sont aussi des enjeux pour le financement. Il y a des enjeux aussi pour le développement durable, l'écologie, etc. Le terme infrastructure comprend beaucoup de choses. Il y a d'abord les infrastructures matérielles, telles que toutes les infrastructures que nous connaissons, les routes, les ponts, etc., les télécommunications, l'énergie, l'eau, l'assainissement. Il y a les infrastructures immatérielles aussi, qui sont, par exemple, les ressources humaines, les lois, les activités humaines et autres, et les infrastructures critiques. Les infrastructures critiques sont
en même temps les infrastructures matérielles et les infrastructures immatérielles, s'il y a un désordre à ce niveau, ça peut compromettre vraiment la sécurité nationale. Par exemple, même la question d'Internet. Imaginez à ce que tout de suite, pendant que nous tous nous parlons, et tout le monde se retrouve un peu dans la même situation que moi, vraiment, l'émission ne pourra pas avoir lieu. Donc, tout ça, ça fait partie des infrastructures, mais des infrastructures critiques qui sont en même temps des infrastructures matérielles et des infrastructures immatérielles. Au niveau des enjeux, il y a aussi les questions de durabilité environnementale, la réduction de l'empreinte carbone, l'utilisation des matériaux moins polluants de plus en plus, c'est vers ça qu'il faut se diriger, et la réalisation des infrastructures beaucoup plus sûres. Il faut que nos infrastructures soient plus durables compte tenu des défis écologiques de ces dernières années. Vous voyez, en période d'hivernage, on n'a pratiquement plus d'infrastructures. Il y a aussi la gestion des ressources humaines, l'amélioration de la qualité de la vie, les besoins en transport durable, les besoins en logement durable et de qualité. Vous savez, c'est un peu difficile de concilier en même temps la qualité du logement et le fait qu'il soit en même temps abordable. C'est vraiment une complexité. Et aussi, il y a le besoin en équipement favorisant la cohésion sociale. Les enjeux démographiques, j'en ai déjà parlé. Vous savez, la population du Mali augmente. Monsieur le ministre aussi en avait parlé. Et cette augmentation de la population fait que l'indice de développement humain aussi va avoir des problèmes. Si on ne crée pas plus de richesses, on va avoir des difficultés et on va encore creuser davantage les inégalités entre les régions, les inégalités entre les localités et les problèmes même de péréquation, comment une commune peut aider une autre commune à travers, ou même l'État aider les collectivités territoriales à travers la nécessité dans le cas de la péréquation verticale et la péréquation horizontale, les communes entre elles-mêmes. Donc, le BTP contribue aussi à la création des richesses à travers une croissance inclusive. Bon, cette croissance inclusive se traduit par les politiques publiques qui permettent de réaliser certaines infrastructures. Et le rôle des impôts, vous savez, c'est essentiellement deux rôles. D'abord, renflouer les caisses d'État pour faire les politiques publiques et de l'autre côté, prendre au niveau des plus riches pour, dans un souci d'équité, la même chose qu'on parle d'inégalité, pour donner aux gens qui ne sont pas bien nantis. Bon, donc, au niveau des infrastructures, ces enjeux encore, il y a les questions de connectivité, les dessertes des zones d'activité, favoriser les déplacements et créer de plus en plus des infrastructures moins polluantes avec la gestion des questions, des problèmes de congestion. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde passe pratiquement par les mêmes voies. Tout le monde passe pratiquement par les mêmes routes. Donc, si bien que à toutes les heures de pointe, c'est des problèmes d'embouteillage. Cela veut dire que nous n'avons pas encore bien pensé notre schéma directeur. Nous n'avons pas tenu compte du fait que la ville doit s'étendre au-delà de Bamako. Et Bamako, comme l'a dit monsieur le ministre, Bamako a pris le devant et a eu la primauté en termes d'investissement sur toutes les autres parties du pays. Et tout ça aussi, ça fait partie des inégalités. Et c'est la même raison pour laquelle les gens viennent s'installer ici. Ça crée plus de pauvreté, ça crée plus de problèmes de congestion et ça fait des difficultés de gestion avec une augmentation du niveau de pauvreté. Il y a aussi, parmi ces défis, il y a les questions de maintenance et la sécurité et la fluidité des déplacements. Dans les questions de maintenance, vous voyez l'entretien du réseau routier, l'entretien des infrastructures, que ce soit les infrastructures de logement, que ce soit les infrastructures de transport. Il y a un énorme problème aujourd'hui au niveau de la maintenance qui fait aussi partie des défis. On investit de moins en moins dans nos infrastructures et on se retrouve aujourd'hui avec un pays qui n'a pratiquement pas d'infrastructure. C'est des questions d'aménagement et même l'indice de pauvreté, même
l'inflation a une relation avec le niveau de dégradation de ces routes, parce que tout le monde sait que pour le prix de vente quand même, il faut ajouter au prix de revient l'ensemble des frais. Et quand tout ce que nous transportons, ça vient de l'extérieur, on utilise, l'inflation est créée par les importations. Donc, les pièces de rechange et tout ça que nous achetons dehors. Et donc, la maintenance des réseaux routiers donc, est un défi permanent qui est là et que s'il n'est pas fait, si les routes ne sont pas bien entretenues, les populations vont s'appauvrir davantage parce que c'est les routes qui permettent d'acheminer les produits. Et si les produits sont acheminés à des coûts élevés, le consommateur va payer à des prix élevés. Quelles sont les propositions pour renforcer les entreprises nationales? Bon, j'avais dit dans mon intervention au départ que quand les BTP va, tout va. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce que réellement on a besoin de nos entreprises? Est-ce qu'il y a une vision qui fait qu'on a besoin des entreprises de demain et que les entreprises de demain doivent se préparer dès aujourd'hui? Combien parmi les auditeurs aujourd'hui ont eu à utiliser des entreprises pour construire leur logement? Il y en a peu. Même en dehors de certains promoteurs immobiliers, vous allez voir que pour qu'il n'y ait pas d'entreprise, certains même créent des entreprises parallèlement à leur activité, si bien que la promotion de l'entrepreneur même est vraiment compromise aujourd'hui. Donc la question qui se pose, c'est qu'il faut faire une évaluation, il faut revoir les textes, et il faut être sûr qu'il y a la volonté politique. Cette même volonté politique qui a créé la loi portant réglementation de la profession d'entrepreneur, il faut se demander si on a besoin effectivement d'avoir des entreprises. Si oui, il faut donner du travail à ces entreprises pour que ces entreprises puissent continuer à jouer leur rôle dans la réduction des inégalités régionales. Donc, si les entreprises ne travaillent pas, les inégalités régionales vont s'accumuler et le chômage va s'accumuler, la pauvreté va s'accumuler et le pays va être en difficulté. Et c'est l'ensemble de ces déséquilibres qui compromettent quelque part la cohésion sociale. Bon, il est urgent de construire, de construire les entreprises de demain dès aujourd'hui. Maintenant, les propositions qu'il faut faire. Si on est d'accord, il faut qu'on soit d'accord d'abord qu'à tous les niveaux, on a besoin réellement des entreprises. Si on a besoin des entreprises, alors il faut qu'il y ait la volonté politique afin de consolider ces entreprises-là pour créer les entreprises de demain à partir de celles d'aujourd'hui. Alors, si on est d'accord en ce moment que les entreprises sont nécessaires et qu'on va leur donner du travail pour qu'elles continuent à jouer leur rôle dans la réduction des inégalités, il faut faire en ce moment des investissements massifs pour le secteur. Mettre en place des politiques de soutien aux PME par l'accès au financement et au marché à travers des procédures simplifiées, relecture du code des marchés publics, par exemple. Il faut favoriser la transition numérique et l'innovation, renforcer les formations et les compétences de la main-d'œuvre locale, développer les infrastructures de soutien et créer un environnement réglementaire favorable, améliorer la qualité des ressources humaines à travers la mise en place des formations alignées sur les besoins d'emploi du secteur privé. Et en conclusion, le secteur attend avec impatience l'opérationnalisation du décret 2022-0398 PTRM du 11 juillet 2022 portant approbation du schéma national d'aménagement du territoire rendu exécutoire pour une période de 20 ans de 2022 à 2041. Effectivement, c'est de ça que le ministre venait de parler tout à l'heure et c'est le décret. Et ce décret impose à ce que l'ensemble des politiques d'aménagement qui sont en cours aujourd'hui, que toutes ces politiques d'aménagement soient en cohérence et que pour une période de 20 ans, on puisse faire une répartition spatiale de notre espace pour savoir quelles sont les zones qui vont être réservées pour les infrastructures des grands travaux, quelles sont les zones qui vont être réalisées pour l'agriculture, quelles sont les zones qui vont être réservées pour l'industrialisation, comment les villes vont se construire elles-mêmes pour créer à l'intérieur de la valeur ajoutée, comment faire en sorte que ce n'est pas seulement le fait qu'une
une ville est rentable, que c'est là-bas qu'il faut faire les investissements et que ça crée de la croissance, et abandonner les autres villes qui sont dans la périphérie, c'est encore créer davantage des problèmes. Et pour réussir cela, on a besoin d'une certaine vision politique au niveau national et l'engagement de chacun d'entre nous et encore faire le point de l'ensemble de ces politiques publiques en ce qui concerne l'aménagement du territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, le président de l'Organisation patronale des entrepreneurs de la construction du Mali. Je pense qu'on n'a pas été vraiment, on a été très, très enchanté du développement de votre thème, qui était de savoir quel est le rôle du BTP dans la construction, les défis qui s'y posent, les enjeux et les propositions de solutions. Je pense que vraiment, le développement a été vraiment extraordinaire. Alors, ce que nous pouvons dire tout simplement, c'est que le schéma national d'aménagement du territoire, c'est des actions qu'il faut mener. C'est la construction du pays de façon générale qui est demandée. Et cela ne peut pas se faire sans les constructeurs qui sont les entrepreneurs. Donc, ils ont besoin d'une vision politique et d'un engagement de tous pour que cette vision-là puisse être réalisée. Merci beaucoup, le président de l'OPECOM, pour cette belle présentation. Nous allons revenir maintenant à notre troisième panéliste, M. Souri Ibrahima Maïga. Alors, M. Souri Ibrahima Maïga, tout le monde le sait, c'est une figure montante de l'entrepreneuriat malien. Il est à la tête de plusieurs initiatives dans le secteur immobilier et de l'agrobusiness. C'est un chef d'entreprise innovant et il est multiprimé. Il est reconnu par sa capacité à développer des projets ambitieux à forte valeur ajoutée, tant au niveau national qu'international. Il occupe actuellement plusieurs fonctions. Il est président de l'APIM, il est vice-président chargé de la promotion immobilière au CNPM, il est vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest, le FPIAO, et il est président de l'Union africaine des promoteurs immobiliers. Il est aussi directeur général des entreprises Select Immo, et de sélection agrobusiness. Grâce à son dynamisme et sa vision, M. Maïga s'impose aujourd'hui comme l'un des acteurs de la transformation du paysage urbain malien et de la professionnalisation du secteur immobilier. M. Maïga est aussi diplômé de plusieurs universités. Il a un doctorat à l'école des autres études commerciales HEC et ensuite maintenant plusieurs autres diplômes. Donc, nous allons, sans autre forme de transition, donner la parole à M. Maïga pour sa présentation. M. Maïga. M. Maïga, micro. Son micro est fermé. Voilà, vous m'entendez? Ah, maintenant on t'entend. Voilà, merci beaucoup, M. Sakor. Merci aux participants, merci, M. le ministre, merci à M. Diallo. Merci à tous ceux qui m'ont précédé. Je voulais juste apporter une petite précision. Je n'ai pas un doctorat, mais j'ai un MBA à Sciences Po Paris et un certificat au niveau de HEC Paris en management de stratégie. Alors, c'est avec un plaisir renouvelé que je prends part à ce panel aujourd'hui qui est très important, qui je dirais même existentiel dans notre pays. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le bien-être d'une population peut être envisagé, en tout cas en dehors d'un développement harmonieux et, comme on appelle, de ces populations-là. Et ce développement n'est possible que lorsque on n'arrive pas à résoudre la disparité et l'inégalité entre ces régions, parce que ça
ça ne fera qu'engendrer des conflits entre les populations et même des conflits entre les gouvernés et les gouvernants. J'ai essayé de produire un PowerPoint. J'espère que la technique ne va pas me lâcher, comme M. Diallo. Je vais essayer de partager la page pour qu'on soit plus rapide et qu'on essaie de gérer mieux le timing. Est-ce que la page est partagée? Oui, oui. C'est bon. Oui. Alors, donc, en ce qui me concerne, quand on prend le filigrane, c'est 3 questions, notamment la vision des promoteurs, l'aménagement équitable, le besoin en logement dans les régions défavorisées et l'incitation nécessaire pour un investissement privé hors Bamako. Alors, en ce qui concerne la vision des promoteurs immobiliers, nous avons une vision de l'aménagement équitable qui vise à promouvoir le développement inclusif des zones urbaines. Et nous privilégions généralement la création d'espaces accessibles, la réhabilitation de quartiers marginalisés et surtout la prise en compte des besoins socio-économiques et environnementaux locaux de la population. L'immobilier, comme le BTP, c'est vraiment un outil de développement rural et territorial. Alors, le promoteur immobilier, c'est vrai que quand on prend le logement, on a tendance à penser que le logement est un produit marchand. Mais c'est un véritable levier de cohésion sociale et de stabilisation des populations dans leur territoire. Alors, un aménagement équitable pour moi, c'est offrir les mêmes standards de logement, d'infrastructures, de services de base, notamment la santé, l'électricité, l'eau et la formation à toutes les régions, au même titre que Bamako. Et réduire aussi la fracture territoriale. Quand on sait qu'à peu près 50 à 60% des logements construits au Mali se trouvent à Bamako, et paradoxalement, c'est ça dans les régions, dans les zones rurales où il y a plus de croissance démographique. Donc, il faut penser à cela. Alors donc, en tant qu'acteur majeur de la profession, notre vision se pose sur comment trouver des solutions idoines et inclusives afin de pouvoir loger le maximum de nos concitoyens dans un environnement sain et sécurisé. Alors, le phénomène de l'urbanisation en Afrique, c'est vrai qu'a participé de façon incontestable à la croissance des villes, des métropoles, qui vivent des millions d'habitants. Donc, l'Afrique est confrontée à ce défi majeur quand on sait que notre population va atteindre 2,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Et le Mali n'est pas en reste. Le Mali, nous, on a un besoin de 440 000 unités de logement, dont 200 000 à Bamako et 120 000 dans les régions. Et cela depuis les évaluations de la stratégie nationale du logement en 1996, parce que c'est le seul document référencé qu'on a aujourd'hui, officiel. Alors, si on regarde la croissance qui est de 3,3% par an, on peut facilement reconsidérer cette évaluation-là à un besoin du million en logement. Alors, cette situation est caractérisée par une situation socio-économique difficile, notamment l'instabilité des institutions, également la mauvaise cohérence entre les acteurs du secteur eux-mêmes, parce que comme on a dit tantôt, M. Diallo qui m'a précédé, tout le monde fait tout, l'architecte fait le BTP est architecte. Il y a aussi l'incohérence entre les acteurs du secteur privé et les acteurs publics. Il y a également le non-respect des textes et des lois qu'on n'applique pas. Il y a également le non-respect du schéma directeur de l'urbanisme. Donc, par ricochet, les schémas directeurs, les schémas prévus pour l'aménagement des logements ne sont pas respectés, ils sont tous consommés par les utilisations illicites. Alors, c'est vrai que la démographie
la démographie est un facteur important, mais il y a aussi d'autres facteurs, notamment le facteur politique. Il y a une décentralisation non équilibrée dont M. le ministre a exposé tout à l'heure. Il y a également un facteur économique, notamment la dégradation du milieu rural, la baisse des prix des produits agricoles, l'inexistence des infrastructures dans les régions qui poussent les populations de la zone rurale vers les capitales en quête d'une meilleure condition de vie et aussi à l'accès aux services de base, eau, santé, l'électricité. Donc, ça a plusieurs conséquences, donc, notamment le développement de la campagne des régions vers les capitales, la baisse des produits agricoles et même la perte de nos valeurs culturelles. Alors, cependant, il faudra réfléchir sur comment trouver des solutions pour cela. Donc, en tant qu'acteur de la profession, il faudra peut-être faire une approche intégrée, c'est-à-dire inscrire les projets immobiliers dans les pôles de croissance. Les pôles de croissance, les filières porteuses, notamment les agropoles, les zones minières, les corridors routiers, pour créer une corrélation entre l'habitat, le logement et le service. Bien sûr, dans un cadre juridique, en partenariat public-privé. Alors, le besoin en logement dans les régions défavorisées. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous avons un déficit de 1,5 million de logements manquants au Mali. Et il faudra produire à peu près 85 000 unités par an pour que cette courbe-là n'augmente pas. Bon, on en est très loin. Nous produisons à peu près 5 000 logements par an. Et même là encore, depuis 2020, le Mali n'a produit aucun logement social. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on essaie de mutualiser nos forces pour trouver des solutions en ce sens. L'urgence est tellement là qu'aujourd'hui, il y a presque 1 million de personnes qui attendent le logement dans les régions. Il y a des régions au Mali où la population, où 50 à 75% de la population n'ont pas accès à des titres de propriété et 50% de la population peut-être n'a même pas accès à un logement. Donc la situation est vraiment chaotique et dramatique qui mérite de prendre les mesures nécessaires pour trouver des pistes de solutions. Alors, pour pallier à ça, je pense qu'il serait nécessaire peut-être de penser aussi à la réalité des régions, notamment construire des logements abordables, parce que la majeure partie de ces populations dans ces régions-là sont des familles à revenus faibles ou à revenus instables. Penser aux infrastructures de base, comme je l'ai dit tantôt, et aussi développer un habitat durable, notamment intégrer des architectures bioclimatiques ou 3D, en tout cas, qui prennent en compte la réalité de ces régions-là. Alors, il y a une question centrale aussi qui est là, c'est la sécurité foncière. Vous savez que l'amélioration de la gestion foncière et la production de parcelles assainies est la quintessence même d'une politique de l'habitat. La sécurité foncière procure l'assurance du droit sur la terre dont disposent les personnes. Donc, le titre foncier, il doit être indéniable, inattaquable et définitif. En ce qui concerne l'incitation nécessaire pour un investissement privé hors Bamako, bon, cette question, je pense qu'il faut plutôt la prendre de façon holistique, parce que qui parle d'incitation, que ce soit à Bamako ou dans les régions, je pense qu'une bonne politique fiscale ou d'incitation peut résoudre ces deux questions en même temps. Alors, il faut prévoir des incitations fiscales, notamment les exonérations pour produire le logement. Pensez par exemple à la TVA et pensez à exonérer les matériaux de construction, parce que vous savez que 60% des matériaux que les promoteurs utilisent proviennent des ports de débarquement de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, et garantir aussi l'accessibilité au crédit
des familles qui ont le moins de revenus possible, et aussi le secteur informel qui aujourd'hui représente 80% des demandeurs. Donc, une meilleure prise en compte du secteur informel qui, je pense qu'ils ne sont pas moins solvables que les fonctionnaires, mais c'est juste une question de traçabilité au niveau des banques. Donc, pensez à renforcer des structures comme le fonds de garantie hypothécaire pour permettre à ces demandeurs-là d'avoir accès à des crédits, à des taux concessionnels et en même temps garantir les risques des banques. On peut envisager aussi à faire des incitations sociales, c'est-à-dire que essayer de faire des subventions ciblées pour des ménages vraiment à faible revenu. Hein. Développer le concept de location-vente avec les coopératives. Et comme je l'ai dit tantôt aussi, une meilleure prise en compte du secteur informel. Alors, il faut aussi penser à la simplification des procédures administratives. Parce que souvent, même pour avoir le permis de construction, ça prend des mois. Alors, pensez à la digitalisation des documents administratifs. Par ricochet, pensez aussi à la digitalisation du foncier qui non seulement nous fera gagner du temps, et économiquement, c'est plus viable, et même par rapport aux recettes que l'État peut engendrer, ce serait plus bénéfique pour l'État. Et avant de terminer, je tiens aussi à montrer la nécessité de la mise en place d'un cadre juridique incitatif pour encourager la collaboration entre le secteur privé et le secteur public dans la réalisation des projets structurants. Alors, pour ma conclusion, au vu de ce diagnostic, je pense que l'urgence pour moi, c'est de voir comment renforcer le capital social. C'est-à-dire que la formation du capital social, la capacité d'autonomie des régions. C'est vraiment ça pour moi la question centrale pour un meilleur aménagement du territoire. C'est-à-dire que la création de pôles économiques, la création de zones économiques spéciales, la création de zones industrielles pour créer de la richesse et pour créer des emplois dans ces régions-là. Le renforcement de la production et l'utilisation des matériaux locaux. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on utilise, vous savez que dans le processus de construction de logement, nos besoins jusqu'à hauteur de 60% proviennent de l'extérieur, sont importés. Alors, il y a d'abord la valorisation du produit, l'architecture de valeur et la valeur perçue depuis l'usine. Ensuite, vous comptez le transport de l'usine en Afrique et à partir du port de débarquement de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, vous comptez encore 1300 km pour Bamako. Donc, vous comptez les tractations routières, la douane, les taxes, le transport. Donc, il est pratiquement difficile de pouvoir produire des logements abordables sans que l'État n'intervienne et que les revenus, les familles à faible revenu puissent avoir accès à ces logements-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire selon moi? Moi, selon moi, c'est de penser à mutualiser les régions et de penser à créer, en tout cas, à favoriser ou à encourager la création des business units industriels dispersés mais coordonnés. C'est-à-dire créer des usines dans les zones, dans les régions, en fonction de l'abondance et de la facilité d'extraction des matières premières, et qu'en contrepartie, ces usines-là vont produire et puis vendre sur ces régions-là pour amoindrir les coûts, en fonction de nos réalités. Parce que, bon, commander du fer depuis Sikasso de Bougoudou ou de Bamako est différent que lorsque l'usine n'est pas loin justement du programme de logement. Donc, ça permet vraiment de gérer le coefficient de distance. Alors, aussi penser à chercher des financements innovants pour accompagner les acquéreurs, les promoteurs. Je pense par exemple à l'exploration de la caisse de dépôt et de consignation. Je pense à la mobilisation de l'épargne populaire pour le financement du logement social et aussi à des subventions parafiscales, par exemple, même de façon temporaire, pour financer le logement. En tout cas, tout cela dans un cadre législatif, dans un cadre juridique entre public et privé. Nous avons besoin, en tout cas, la croissance endogène que nous voulons
pour développer nos pays, nos régions, les capitales, il faudra vraiment associer, concilier ce moteur à deux pistons, c'est-à-dire que le public et le privé, si on veut vraiment avoir cette croissance endogène que nous souhaitons. Merci. Modérateur, on ne vous voit pas. Hein? Président Sako. Votre micro est fermé, Président Sako. OK, merci beaucoup. Voilà, donc maintenant ça va? Oui, on te voit. C'est bon Okay. maintenant, allez-y. OK. Donc vraiment, bravo au président Maïga pour ce brillant exposé sur la vision de l'APIM quant au schéma national d'aménagement du territoire. Et nous avons bien compris votre vision, c'est loger le maximum de Maliens dans un habitat sain et sécurisé. Une très belle vision. Et ensuite, maintenant, vous avez proposé les voies et moyens qui peuvent nous amener notre pays à atteindre cet objectif-là. Vraiment, c'est bien compris et l'exposé a été vraiment très clair et très limpide. Maintenant, nous allons passer à la seconde phase de notre webinaire qui concerne maintenant les questions du public. Monsieur Digo, est-ce que vous pouvez nous faire le récapitulatif des questions posées? Merci, Président modérateur. Nous avons déjà eu quelques mains qui étaient levées, notamment Madame Sina Damba Maïga, qui avait levé la main pendant un long moment. Je suppose que c'est sûrement l'ancienne ministre. Et Oui. aussi, on vient d'avoir une main levée qui est Koniba Dambélé. Mais avant cela, je vais peut-être vous lire les questions qui ont été posées dans le chat. Tout à fait. Donc, nous avons une première contribution de M. Mama Diarra. Il dit boom démographique du Mali en 1960 et non celui de Bamako, de 2 millions à 22 millions à nos jours. Je pense que c'est un lapsus du docteur Diarra. Ça, c'est de la part de Mama Diarra. Ensuite, nous avons le docteur Diawara qui dit je suis tout à fait d'accord avec la cartographie des terres. Mais est-ce que ce travail lourd du point de vue technique, personnel, matériel et financier est inclus dans le PNAT? Sinon, qu'en est-il? Sinon, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Le CNPM aura-t-il un rôle à jouer? Ça, c'est Dr Diawara. Ensuite, nous avons Bagui Diarra, plutôt Mungoro, qui dit j'aurais deux brèves questions à l'attention de M. le ministre sur les vocations des terres. Premièrement, comment arbitrer entre exploitation agricole, comment arbitrer plutôt entre exploitation agricole et exploitation minière dans le cadre de l'aménagement du territoire. Deuxième question, quelle hiérarchie convient-il d'établir entre la vocation agricole et la vocation minière d'un espace donné? Je vous remercie pour vos éclaircissements. Ça, c'était Munkoro Diarra. Et ensuite, on avait les mains levées de Mme Sina Damba. Ensuite, nous avons aussi Koniba Dambélé et ensuite Boubacar qui ont levé la main. Voilà où nous en sommes, monsieur le modérateur. Bon, je pense qu'on va commencer à répondre aux questions. Voilà. Donc, quand toutes ces trois questions sont adressées à monsieur le ministre, si vous pouvez reprendre la première question, il va répondre, ensuite la deuxième et la troisième. La première question, c'est juste une contribution. C'était juste une contribution où il a dit le boom démographique du Mali. Voilà. Donc, l'autre question, c'est, il dit est-ce que ce travail lourd du point de vue technique, personnel, matériel et financier est-il inclus dans le PNAT? Sinon, qu'est-ce qu'il faut donc faire et quel rôle aura le CNPM à jouer? Ça, c'est la première question. Ouais. Donc, non, on va laisser le ministre répondre à cette question d'abord. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre est là?
Bon, monsieur le ministre n'est pas là, hein? Oui. Il est en ligne. Je demande que le micro est fermé, sinon il est toujours connecté. Il est là. Okay. Monsieur le micro, monsieur le ministre, votre micro est fermé. Non, il est toujours en ligne. Bon, maintenant, moi, je peux donner un début d'explication le temps que monsieur le ministre arrive. Hein. Il est là. Okay. Voilà. Il est là. Bon? Oui, c'est bon, monsieur le ministre. Allez-y. Bon, la correction qui a été apportée à mon propos, je n'ai pas bien saisi. Il parlait de 2 millions contre 22 millions, je n'ai pas bien compris. En fait, oui. Et il a dit boom démographique du Mali en 1960, et non celui de Bamako. Non, c'est du Mali, bien sûr, c'est du Mali. Voilà, donc voilà, il a dit que sûrement que c'est un lapsus que vous avez plutôt voulu dire du Mali. Voilà. Ah, oui, c'est du Mali, c'est du Mali, non c'est du Bamako. Voilà, maintenant, l'autre, c'était la question maintenant posée. C'est est-ce que ce travail lourd du point de vue technique, personnel, matériel et financier est-il inclus dans le PNAT? Sinon, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Le CNPM aura-t-il un rôle à jouer? La question. Oui, effectivement, tous les acteurs ont leur rôle à jouer. Vous savez, pas peut-être dans la politique nationale d'aménagement du territoire, mais par rapport au schéma national d'aménagement du territoire, il y a eu des ateliers, n'est-ce pas, au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Et ces ateliers ont regroupé tous les acteurs. Donc, et c'est justement la compilation de toutes ces propositions de différents acteurs, n'est-ce pas? C'est cette compilation qui a contribué à élaborer le schéma national d'aménagement du territoire. Donc, ils ont maintenant leur place, effectivement. Je pense qu'il est bon que les différents acteurs s'approprient ce schéma. Il est bon aussi que l'État procède à une dissémination de ce schéma. C'est extrêmement important pour que d'abord les différents acteurs sachent l'existence de ce schéma et qu'ils inscrivent leurs actions dans ce schéma-là. Maintenant, par rapport à la mise en œuvre du schéma proprement dit, je pense que c'est là le vrai problème. Il est question de mettre en place un fonds national d'aménagement du territoire. C'est extrêmement important parce qu'en fait, quand nous regardons les goulots d'étranglement des politiques passées, l'essentiel des goulots, c'est effectivement le manque de moyens. Le manque de moyens. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Maïga quand il a parlé de financement innovant, etc. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Il faut le concours de tous les acteurs. Et pour cela, il faut effectivement créer un cadre juridique qui permette aux autres acteurs non étatiques de s'inscrire dans ce processus de développement durable et harmonieux sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, par rapport à la question de M. Munkuru Diarra, l'exploitation agricole et minière. Oui, vous savez, c'est déjà les zones agricoles, les zones qui ont le plus grand potentiel agricole sont connues. Cela est cartographié dans notre pays. Donc, il ne s'agit pas de terres agricoles aux terres minières. Les zones minières, les zones où il y a beaucoup de gisements miniers sont connues aussi. Donc, il s'agit de classer ces zones avec une vocation minière. Les zones agricoles qui ont aussi un potentiel agricole dans les régions de Sikasso, Koulikoro, etc., ce sont des zones aussi qui doivent être classées comme des zones, n'est-ce pas, à vocation agricole, exclusivement agricole. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Quand vous regardez, vous allez au sud du Mali, dans les zones de Bougouni, etc., vous verrez que dans les zones agricoles, en plein, on est en train de procéder à des exploitations minières. Et ça, la question qui se pose, est-ce qu'il ne faut-il pas mettre en place une police d'aménagement du territoire pour que, effectivement, les vocations des terres soient respectées comme telles? Ceci est extrêmement important. Donc, il n'y a pas de hiérarchisation à faire. Les recherches ont prouvé que les zones à grand potentiel minier sont connues, les zones à grand potentiel agricole sont connues, donc ces zones doivent être classées selon
leur vocation, sans aucune hiérarchisation. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Il y a des questions qui sont venues, mais entre-temps, il y a eu beaucoup de mains levées. Nous avons à peu près 6 mains levées qui demandent la parole. Monsieur le modérateur. Oui, on va passer la parole à Madame le ministre Sina Damba. Madame le ministre. Madame le ministre, vous pouvez activer votre micro? Oui, vous m'entendez? Oui, j'ai activé le micro. Voilà, on vous entend. Merci. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le ministre Diarra, ça fait plaisir de vous revoir depuis 2019 à Nairobi. Je pense qu'on ne s'était pas vu. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Mais je vous vois à la télé. Ah bon? Merci à vous. Merci à l'honorable Diallo, mon cher cadet, et merci à monsieur Maïga. Et surtout, merci au CNPM pour la tenue de ce webinaire sur un thème aussi pertinent que l'aménagement du territoire. Bon, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup appris. J'aurais voulu juste que les différents intervenants parlent un peu des disparités qui existent aujourd'hui entre les régions anciennement créées et les nouvelles régions. Donc, en prenant déjà le cas de ces régions-là, on voit déjà quel est le problème qui se pose au niveau de l'aménagement du territoire. Parce que les nouvelles régions, aujourd'hui, disposent de très peu d'infrastructures, alors que les régions anciennement créées disposent quand même de quelques infrastructures. Et plus loin on va à l'intérieur du Mali, moins on voit d'infrastructures. Alors que même les régions nouvellement créées qui gravitent autour de Bamako, par exemple, ont déjà des infrastructures et sont nées avec déjà quelque chose en termes d'infrastructure, en termes de planification, en termes de beaucoup de choses. Donc, il y a une grande disparité, effectivement, entre ces régions et les régions nouvellement créées. Mais je n'ai pas entendu parler de ça dans les discussions. Sinon, vraiment, j'ai beaucoup appris. C'est avec un grand intérêt que j'ai suivi ce webinaire-là. Merci beaucoup. C'est ça. Merci, Madame le ministre, pour vraiment ces observations très pertinentes. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Nico. Oui, nous avons 6 mains levées. La première main levée, c'est Koniba Dambélé. Il peut activer son micro pour poser sa question ou sa contribution. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le vice-président Sako. Vraiment, je regrette fort d'avoir raté une très bonne partie de cette présentation. J'ai juste coïncidé avec la dernière, qui est le président des agents immobiliers. Mais j'étais venu avec une question depuis. Et monsieur le ministre, dans sa réponse, il vient de me donner la piste pour poser ma question. Quand il a dit que les zones classées, et selon leur vocation, on doit préserver cela. Il a même parlé de la création d'une police de l'aménagement du territoire, ce que je considère comme très pertinent. Maintenant, en lien avec ce classement des zones selon leur vocation, je n'ai jamais compris pourquoi l'APECAM, qui est l'Assemblée permanente de la Chambre d'agriculture, je n'ai jamais compris pourquoi son siège est à Bamako, plutôt que d'être à Sikasso, par exemple. De la même façon, l'Assemblée permanente des chambres de métiers, son siège peut être à Tombouctou, à Gao, à Ségou, et la CMDT, son siège peut être à Koutiala, par exemple, comme le fils du Niger est à Ségou. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée à regrouper toutes ces structures au niveau de la capitale, alors que les localités dont les activités justifient leur création ne sont pas à Bamako. Cela aura naturellement un lien avec l'habitat. Parce que quand vous attirez tout le monde à Bamako, et ça fait la pression sur les terres, sur l'habitat, ça crée toutes les conditions pour la circulation foncière.
Mais lorsque vous délocalisez ces structures qui peuvent fonctionner sans forcément être à Bamako, non seulement vous créez des opportunités de développer des programmes immobiliers pertinents en dehors de la capitale, ce qui va aussi diminuer l'exode rural vers la capitale, mais mieux, vous allez rapprocher ces zones des activités qui justifient leur création. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kouniba, pour cette question. Ensuite, la deuxième main levée. Le suivant, c'est M. Boubacar Sissé. Il peut ouvrir son micro. Et puis... Oh, oui, c'est dans l'ordre, oui. Le deuxième, c'est M. Boubacar Sissé. Ok, merci. J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend parfaitement, M. Sissé. Allez-y. Merci. Bonsoir. Moi, c'est Boubacar Omar Sissé. Je suis détentrice d'une licence en aménagement des territoires à l'Université de Ségou. Ma première question adressée à Monsieur le ministre Adama. Comment utiliser aujourd'hui les outils de l'aménagement du territoire pour donner vraiment, non pas sourire, mais aussi le vivre ensemble entre les différentes régions. Parce que si vous voyez les régions du Nord et les régions du Sud aujourd'hui, beaucoup de querelles vraiment reviennent à ces mots. Parce que nous, les ressortissants du Nord, nous nous plaignons vraiment beaucoup. Chaque fois, nous disons que tout se passe au Sud, mais pourquoi pas au Nord? Et comment nous, en tant que des étudiants sortant de l'aménagement du territoire, nous pouvons vraiment contribuer à ces fléaux-là? Ma deuxième question est posée à M. Maïga. Est-ce que vous avez parlé de la construction, en fait? Maintenant, vous dites que l'État subventionne, par exemple, des constructions pour que toutes les populations puissent avoir des habitats vraiment, des habitats confort. Et maintenant, est-ce que le tout doit être fait par les États ou bien que les subventions, que les entreprises aussi prennent des initiatives comme le patronat de prendre des initiatives pour construire des logements sociaux comme ça? C'était mes deux questions. Je vous remercie. Monsieur le ministre, pour la première question. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je salue Madame la ministre pour sa question pertinente, mais je dirais qu'elle a commencé elle-même à répondre à cette question en termes de disparité entre les régions anciennes et les nouvelles régions. Justement, la loi 2018-040 du 27 juin 2018 porte respectivement création des collectivités territoriales, les régions, les cercles, et conformément à cette loi, le nombre de collectivités est passé de 761 à 819, dont 750 communes, 58 cercles, 19 régions et une collectivité territoriale à statut particulier qui est le district de Bamako. Justement, cette régionalisation a été menée pour renforcer le processus d'aménagement du territoire. Parce que la région est justement le point central de cette politique d'aménagement du territoire. Voilà. Et l'outil d'aménagement au niveau régional, c'est le schéma régional d'aménagement du territoire. Donc, il revient aux nouvelles régions qui ont été créées. C'est l'opportunité qui leur a été donnée maintenant d'abord de concevoir le schéma régional d'aménagement du territoire afin d'atteindre certaines régions qui disposent déjà de leur schéma régional d'aménagement du territoire. La disparité, elle est grande en termes d'infrastructures. Ce sont des nouvelles régions qui ont été créées, qui ne disposent pas d'hôpitaux, qui ne disposent pas souvent de routes nationales, qui ne disposent pas d'infrastructures d'accès à l'eau potable, etc. Il revient à ces régions, dans le cadre de la politique de décentralisation et de la délégation du pouvoir d'aménagement, c'est important, et de la délégation du pouvoir d'aménagement, d'élaborer le schéma régional d'aménagement du territoire afin de créer les conditions d'atténuation de la disparité avec les régions anciennes. Autrement, Madame la ministre, vous avez parfaitement raison. Justement, la région est le point central. Maintenant, au niveau commune et au niveau cercle, c'est les schémas locaux et communaux d'aménagement du territoire qui doivent se référer au schéma régional
qui doivent être en cohérence avec les schémas régionaux. Et les schémas régionaux, à son tour, naturellement, doivent être en cohérence avec le schéma national qui est la fêtière en termes d'aménagement. Je pense avoir répondu à Madame la ministre, qui a d'ailleurs, je dirais, avait commencé à répondre à cette question, donc qui est bien imbue de la problématique d'aménagement et surtout de la disparité entre nouvelles et anciennes régions. Elle a connu cette disparité. Il revient vraiment aux nouvelles régions dans les années à venir de travailler à résorber, n'est-ce pas, cette disparité. Et M. Cissé Bouakar, étudiant à Ségou, comment utiliser les différents outils et projets et programmes, n'est-ce pas, d'aménagement. Et puis, il a parlé spécifiquement de la zone de développement de la zone du Nord. Je dirais que quand j'étais dans la fonction ministérielle, nous avons fait adopter une politique de développement spéciale des zones du Nord. C'est dans le cadre de l'accord d'Alger, mais en fait, la politique que nous avons élaborée n'était pas centrée sur juste une région spécifique, mais sur l'ensemble des régions du Mali. Ce document existe bien. Maintenant, les outils et les instruments d'aménagement du territoire. J'ai parlé tantôt du schéma national, des schémas régionaux, des schémas locaux au niveau cercle et des schémas communaux au niveau des communes. Ces schémas doivent être déclinés en projets et programmes. En projets et programmes, en termes d'infrastructures. Parce que le schéma cite effectivement les infrastructures dont la collectivité a besoin, mais le schéma ne dit pas comment réaliser cette infrastructure, etc. Donc, il faut décliner tout ça en projets et programmes. Cela revient aux collectivités. C'est pourquoi le manque de ressources humaines au niveau des collectivités, n'est-ce pas, est un aspect aussi qu'il faut voir. Bon, d'ailleurs, à ce niveau, pour pallier à ces manques-là, l'État a une mission d'accompagnement, n'est-ce pas, des collectivités. Et ce sont ces projets et programmes, n'est-ce pas, qui ont été déclinés à partir de ces schémas qui doivent être mis en œuvre. Aujourd'hui, la disparité entre le Nord et le Sud est là, mais en termes de disparité, il faut être aussi objectif parce que l'aménagement du territoire se fait en fonction des potentialités. En fonction des potentialités. Les potentialités qui n'existent pas dans un endroit donné, n'est-ce pas, ne pourraient pas être mises en valeur. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de l'étudiant Cissé, que je salue à travers ses propos. En tant que professeur, je salue vraiment son intervention et l'intérêt qu'il a pour l'aménagement du territoire, domaine dans lequel d'ailleurs il est formé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour les réponses apportées à cette question. Est-ce qu'on on a presque 25 minutes. Je ne sais pas si on peut prendre une ou deux autres personnes. Monsieur Diko. Il y a les questions de Koniba qui ne sont pas répondues là. Ah, ok, d'accord, on y va. Ouais, il a demandé pourquoi le siège de la PECAM n'est pas à Sikasso. Ouais. Je voudrais laisser la parole aux chambres de répondre à ces questions. Voilà, le patronat est mieux placé pour répondre à de telles questions. Mais oui, la parole aussi la chambre n'est pas membre du patronat. Non, je comprends bien. Je comprends bien, mais la chambre, elle n'est pas totalement étatique aussi. Hein. Mais et pour les structures de développement comme la CMDT et autres qu'il a citées là? Moi, personnellement, de mon point de vue, je pense que Konimba, ses propos sont pertinents. Ses propos sont pertinents. Maintenant, il s'agit peut-être de créer les conditions pour pouvoir délocaliser ces centres. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Bamako regroupe sur le plan administratif, n'est-ce pas, tous les grands services.
Donc, un service qui va s'isoler dans une région, alors que les conditions ne sont pas encore réunies, ce service aura de la peine à fonctionner. Mais en perspective, je pense que cela doit s'inscrire dans le cadre de la perspective d'aménagement du territoire. Tout comme il y a aussi les ordres professionnels. Quand vous prenez l'ordre des pharmaciens, mais le processus est tel que tu ne peux pas ouvrir une pharmacie à Bamako alors qu'il y a de la place à Kaï, alors qu'il y a de la place à Sikasso. Je pense que les ordres aussi doivent procéder de cette façon. La question que je pose, pourquoi toutes les entreprises BTP sont concentrées à Bamako? Mais elles sont toutes concentrées à Bamako. Peu d'entreprises à Sikasso, peu d'entreprises à Tombouctou, à Gao. Donc, moi, je pense que si la politique d'aménagement du territoire est menée, n'est-ce pas, à bon port, justement, les conditions seront créées pour la délocalisation, la déconcentration de toutes ces structures-là, qui sont pour le moment à Bamako. Voilà, parce que Bamako concentre l'essentiel des infrastructures. Bamako concentre la plus grande population urbaine au Mali. Bon, je dis, c'est dans la perspective qu'on doit inscrire ce que M. Koniba vient de dire. Mais ces propos sont très pertinents, il faut y réfléchir. Mais pour le moment, je pense que les conditions ne sont pas encore mûres pour essayer de délocaliser, sinon on risque tout simplement d'isoler un service et ça ne fera pas bien fonctionner ces services-là en question. Merci. C'est mon point de vue. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Est-ce que toutes les questions ont été répondues, j'espère, hein? M. Digo? Oui, les questions posées ont été répondues. Nous avons encore à peu près 5 mains levées et quelques questions dans la discussion aussi. Alors, on prend une question et puis on va revenir aux panélistes pour leur mot de la fin, quoi. Monsieur le modérateur, je pense qu'il y a une question qui me concernait. Ah, ok, allez-y. Oui, je n'ai plus mémoire du nom de la personne, mais je crois que la question consistait à savoir est-ce que c'est l'État seul qui doit construire les logements sociaux ou est-ce que le patronat ou d'autres structures du secteur privé doivent appuyer les actions de l'État? Tout à fait. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà. C'est ma question. C'est ça. Voilà. Donc, je voulais vous rappeler que pendant mon exposé, c'est-à-dire qu'il y a, j'ai dit que les ressources de l'État ne suffiront jamais. Dans aucun pays du monde, vous verrez que c'est l'État qui va financer les logements pour la population à cause de la démographie galopante. On a vu la participation de l'État, en tout cas les limites de l'État, notamment en matière de production de logements sociaux, notamment avec le programme de 20 000 logements sociaux que les promoteurs ont construit à Bamako et puis dans les régions. Ça a créé des conséquences, notamment sur le budget de l'Office manuel de l'habitat, et ça a créé une pression énorme sur le budget de fonctionnement même de l'État. Donc, les ressources de l'État ne suffiront jamais. Donc, l'Association des promoteurs immobiliers du Mali, sous son impulsion, nous avons, avec l'appui du département de l'habitat, le ministère de l'Habitat, nous avons pu mettre en place une commission ad hoc interministérielle, d'accord, qui consiste tous les acteurs, toutes les parties prenantes dans le processus de production de logements sociaux pour que le financement, pour essayer de trouver des pistes de solutions afin que le logement soit financé via le système financier. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que l'État va créer les conditions, d'accord, de construction à travers l'Office manuel de l'habitat. D'accord, l'Office manuel de l'habitat sera l'interface entre l'État et puis le privé. Ils vont faciliter la disponibilité de l'assiette foncière parce que, quoi qu'on dise, même si aujourd'hui on arrivait à sortir un logement à 9 millions ou à 8 millions, le terrain reste très cher. Alors, nous avons des promoteurs qui ont sorti des concepts de logements vraiment abordables, de logements, comme on appelle, cosmétiques ou à moitié nus, pour que vraiment le Malien,
quelle que soit sa situation socio-politique, socio-économique, puisse avoir accès à ces logements. Mais la problématique de la cherté crée une disparité, même une ségrégation sociale. Alors donc l'idée de l'APIM, c'est quoi? C'est que ensemble avec l'État, qu'on puisse nous donner des assets foncières. Ensuite, les promoteurs immobiliers, d'accord, avec les partenaires bancaires, vont financer ces logements-là. Mettre en place le fonds de garantie hypothécaire pour ceux qui ne sont pas traçables, qui ne peuvent pas avoir accès au crédit parce qu'ils ne tiennent pas de comptabilité ou ceci, cela. Donc ça permet surtout de résoudre, de prendre en compte le secteur informel qui représente, comme je l'ai dit, presque 80% des demandes de logement au Mali. Et ce n'est pas forcément les moins nantis, mais c'est juste une question de traçabilité. Donc aujourd'hui, de toute façon, il faudrait qu'on comprenne qu'aujourd'hui, l'État du Mali ne peut pas continuer à produire du logement. Donc soit il y a des EPA ou des structures ou des mines, par exemple, des directions qui peuvent accompagner leurs employés en mettant en place des programmes sociaux pour accompagner leur personnel. Et au retour, ils peuvent peut-être rétrocéder avec leur société. Ou il y a aussi des systèmes de filets sociaux que les syndicats ont tendance à mettre en place dans certaines structures qui viendra, par exemple, contribuer à l'achat de logements des travailleurs qui sont dans ces sociétés-là. Tout qu'on fait à partir de... Enfin, bientôt, nous allons commencer à mettre en place des programmes de logement en partenariat avec le ministère de l'Habitat, mais via le système financier, comme je l'ai dit. Les promoteurs vont apporter le financement, les acquéreurs vont prendre les prêts directement auprès des banques. L'État va accompagner avec la disponibilité foncière, l'État va accompagner avec la bonification, l'État va accompagner avec les subventions des matériaux de construction, l'État va accompagner avec l'incitation fiscale pour qu'au finish, le logement puisse être dans la même nomenclature qu'un logement social que l'État a l'habitude de mettre à disposition aux Maliens. Donc, pour faire court, aujourd'hui, le financement du logement de l'État tire à sa fin et on doit être réaliste parce que ce n'est pas possible que l'État puisse prendre en compte, en tout cas puisse suivre la démographie. Et c'est partout dans tout le monde entier, même dans les pays les plus riches. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Un État ne peut pas se substituer à la place des banques et puis des promoteurs immobiliers. Par contre, il y a des cas plus spécifiques, notamment il y a des cas vraiment sociaux où l'État peut intervenir peut-être en mettant en place des taxes parafiscales temporaires, par exemple sur le ciment ou le fer, je ne sais pas, parce que je pense qu'ils le font déjà avec le pétrole. Ce sont les taxes qui sont collectées de la vente de l'essence et du carburant qui financent en partie les entretiens routiers. Donc, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire avec l'immobilier? Donc, on est en train de penser à cela et bientôt, on va tirer notre conclusion et on va le proposer aux plus hautes autorités pour que nous puissions soulager nos concitoyens par rapport aux besoins de logement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, Président, je pense que vous avez en partie répondu à la question. Oui. Le modérateur est là. Monsieur Sako? Oui, en tout à fait. En partie ou l'intégralité. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Hein. Oui, vous avez répondu à la question. Je pense que compte tenu même du temps, on va arrêter les questions et puis revenir à nos panélistes pour leur mot de la fin parce qu'il ne reste que moins de 15 minutes pour que nous puissions terminer rapidement ce webinaire-là. Donc, Monsieur le ministre, vous êtes toujours là, c'est pour votre mot de fin. Oui, je suis là, effectivement. Ouais. Vous avez 5 minutes pour vos conclusions. OK, merci.
Bon, pour la conclusion, ce que je dirais, c'est effectivement de multiplier, n'est-ce pas, des débats de ce genre. C'est extrêmement important. Il ne faut pas que les débats de la sorte sur des thématiques aussi importantes soient cloisonnés dans un cercle d'intelligentsia. Dans un cercle d'intelligentsia, il faut qu'il y ait vraiment un cadre beaucoup plus large qui puisse atteindre vraiment beaucoup plus d'acteurs en matière d'aménagement du territoire. Vous savez, dans certains pays, les notions d'aménagement du territoire sont enseignées dans les classes fondamentales pour que l'enfant, déjà en grandissant, sache que le territoire, n'est-ce pas, est organisé selon des normes et l'enfant grandit avec cette mentalité. C'est extrêmement important. Donc, pourquoi ne pas prévoir des modules, n'est-ce pas, sur l'aménagement du territoire à enseigner? Bon, de trois, il faut aussi, et je pense que les acteurs que vous êtes, vous pouvez aider à cela, c'est de procéder à la dissémination, n'est-ce pas, des politiques et schémas d'aménagement du territoire. C'est extrêmement important. L'État, n'est-ce pas, ne peut pas à lui seul, n'est-ce pas, faire tout cela. Et je pense que les acteurs non étatiques que vous êtes, vraiment, votre apport est extrêmement important pour cela. Et enfin, vraiment, je vous remercie une fois de plus pour la pertinence, n'est-ce pas, de ces panels, ces webinaires que vous avez organisés sur un thème extrêmement important. J'avais dit à l'entame de mes propos, un thème important mais méconnu, dont on débat très peu. Et l'aménagement du territoire, je pense que s'il y a un pays qui excelle dans ce domaine sans complexe, c'est un peu la France. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que la notion d'aménagement du territoire a été introduite en France. Quand il s'agissait, après la Deuxième Guerre mondiale, de reconstruire le pays, on s'est rendu compte que dans cette reconstruction, qu'il y avait tellement de disparités entre les régions que toutes les grandes infrastructures étaient concentrées dans les bassins parisiens et ailleurs, il n'y en avait plus. Du coup, la notion d'aménagement du territoire avait émergé en France dans les années 1946, après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, la France fait partie des pays pilotes en matière d'aménagement du territoire. En tout cas, le Mali est sur le bon chemin et il faut maintenant l'apport de tous les acteurs. Merci à vous, merci au patronat, merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre disponibilité. Vraiment, votre expertise nous a vraiment beaucoup appris. J'espère que, comme vous l'avez dit, ce ne sera pas le dernier webinaire sur le thème. Le CNPM fera de son mieux pour participer à la dissémination des différents schémas d'aménagement du territoire national. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le Président Boubacar H. Diallo, pour vos conclusions. Merci, Monsieur le modérateur. Donc, je me joins à Monsieur le ministre pour saluer le CNPM pour avoir pris cette initiative. L'aménagement du territoire, effectivement, c'est un programme assez vaste. Vous savez, l'honorable grande sœur Sina Damba, que je salue ici de passage et qui a trouvé un intérêt malgré ses occupations à suivre ce débat, peut témoigner que lors du dernier vote de la loi des finances, il a été demandé au gouvernement de disséminer le schéma national d'aménagement du territoire, comme le ministre venait de le dire. Et je venais de citer que c'est le décret 2022-0398 du 11 juillet 2022 portant adoption du schéma national d'aménagement du territoire. Et ce schéma national d'aménagement du territoire s'oppose à tout le monde. En son article 2, je cite, la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire, l'article 2 du décret, la mise en œuvre du présent schéma national d'aménagement du territoire s'organise à travers sa traduction en schéma d'aménagement, schéma directeur des grandes infrastructures et des services collectifs d'intérêt national, en schéma de zone, en schéma directeur de l'urbanisme, en plan, en programme et en projet de développement. Donc, on a demandé d'abord au gouvernement, parce que le document que M. le ministre a exhibé, nous, on ne possède pas encore ce document.
Donc, il revient d'abord au gouvernement. Le CNPEM ne peut pas disséminer ça. On a demandé au gouvernement de disséminer, de vulgariser ce schéma d'aménagement national du territoire qui rentre désormais dans toutes les politiques publiques du Mali. Tout ce qu'on conçoit en matière d'infrastructure, en matière de politique publique, en matière de programmation, doit être en cohérence avec ce schéma national d'aménagement du territoire. Et toutes les autres politiques d'urbanisme, de logement, de tout ce qu'on peut imaginer, de grandes infrastructures, cet ensemble doit être eux aussi en cohérence entre eux-mêmes et avec ce schéma national d'aménagement du territoire. Dans l'intervention de M. le ministre, je tiens à dire que les entreprises ne sont pas seulement à Bamako. Dans chaque région du Mali, nous avons une organisation patronale des entrepreneurs par région. Donc, les entreprises ne sont pas à Bamako. Mais s'il y en a qui ont des antennes à Bamako et qui ont des antennes dans les régions, elles peuvent se retrouver ici pour soumissionner. Donc, ce sont les marchés qui permettent aux entreprises de s'installer dans les zones. Et ce schéma national d'aménagement du territoire qui permet de sortir des potentialités de chaque zone, de mettre en valeur les richesses locales, permettra aux entreprises de s'enraciner dans ces différentes zones afin que les inégalités dont on parle puissent être réduites. Bon, voilà ce que je voulais un peu dire, tout en saluant encore une fois l'ensemble des panélistes et l'ensemble des personnes qui ont pu suivre ce débat. Et vivement encore un autre débat. Et toutes mes salutations et mes félicitations au Conseil national du patronat. Merci. Merci beaucoup, Président Diallo, pour vraiment ce mot de la conclusion. Le Président Suri Ibrahim Maïga, pour vos conclusions également. Alors, merci beaucoup. Pour conclure, pour moi, il est vraiment important de noter un programme d'aménagement du territoire est le meilleur des créneaux auxquels un État peut espérer pour mettre une synergie de toutes les forces vives afin d'assurer la répartition équilibrée et économique de son pays, garantir une cohérence des activités. Et comme nous sommes en plein élan de la souveraineté, ça permet à ce que nous puissions créer, en tout cas, qu'on soit autonome et pour assurer notre souveraineté, assurer notre souveraineté. Alors, je vous invite également aux participants, ceux qui sont là au mois d'octobre. Là, vous savez que le mois d'octobre, c'est décrété par l'ONU Habitat comme le mois de l'habitat, de se rendre du 9 au 11 octobre au Salon de l'habitat de Bamako, qui est organisé par l'Association des promoteurs immobiliers du Mali. Donc, c'est un cadre unique à son genre, qui organise ces genres de réflexion intellectuelle. Donc, il y aura des panels de très haut niveau, notamment sur tout ce qui est aménagement du territoire, tout ce qui est politique de proximité, tout ce qui est financement du logement, tout ce qui est matériaux innovants. Et il y aura beaucoup d'acteurs qui viendront de l'international pour le salon. Je remercie tous les participants, je remercie Monsieur le ministre, je remercie Monsieur Sako, Monsieur Duco pour la qualité de ce panel-là, et on se dit vivement à bientôt. Nous sommes vraiment à la fin de ce webinaire. Le Conseil national du patronat du Mali, le bureau du patronat, le président et tous les présidents des groupements professionnels et les membres des groupements professionnels s'associent à moi pour vraiment remercier très, très sincèrement l'ensemble de nos panélistes pour leur expertise, leur connaissance avérée dans les domaines respectifs. Parmi les recommandations, peut-être aussi que nous pouvons retenir, c'est, tout le monde en a parlé, c'est de multiplier ce genre de débats, c'est de prévoir aussi des modules à enseigner dans les écoles, c'est également de disséminer la politique nationale, le schéma national d'aménagement du territoire. Et ensuite, maintenant, aussi, on a parlé de favoriser l'implantation des entreprises dans les régions par l'aménagement, par l'exécution des différents schémas d'aménagement régionaux, locaux et nationaux.
Donc, vraiment, on vous remercie très, très sincèrement d'avoir accepté, malgré vos occupations multiples, de participer à cet événement. On se dit donc à la prochaine et je vous souhaite de passer à vous tous un excellent après-midi. Merci à vous. Merci. Okay. Avant de vous quitter, je voudrais vous rassurer que tous ceux qui ont déposé leur adresse mail dans le chat box vont recevoir les documents qui ont été présentés. Et éventuellement aussi, nous allons peut-être voir avec le monsieur le ministre si nous pouvons avoir le chemin directeur qu'il a brandi. Comme ça, on va le partager avec tous les participants aussi. Donc, restez connectés au CNPM sur nos plateformes, sur les sites Internet pour voir sur notre actualité. Vous allez avoir plus d'informations sur ces détails-là. Et je pense qu'on va donner le mot de fin à M. Diallo pour clôturer ce webinaire. Monsieur Diallo. Il est là? Il est en ligne. Monsieur Diallo, docteur Diallo. Merci. Oui, merci. OK, merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc au terme de ce webinaire riche en partage, en perspectives et en propositions autour du thème aménagement du territoire pour réduire les inégalités entre les régions. Au nom du Conseil national du patronat du Mali, je tiens à remercier chaleureusement tous les panélistes pour la qualité de leur intervention, ainsi que vous tous, chères participantes et chers participants, pour votre présence active et vos contributions. Je remercie Monsieur le modérateur pour sa dextérité concernant la conduite des débats. Les échanges de ce jour nous rappellent que l'aménagement du territoire est un levier stratégique de cohésion sociale, de développement inclusif et d'équité entre les régions. Le secteur privé a toute sa place dans cette dynamique. Nous restons à votre disposition pour poursuivre les réflexions et surtout pour traduire ensemble ces idées en actions concrètes. Merci pour votre participation et à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous de dialogue et d'engagement partagé. Au nom encore du président Bali, empêché pour d'autres obligations, je vous remercie tous et à très bientôt. Merci. Monsieur Diko, est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est tout. Je pense qu'il faut juste nous suivre maintenant pour la suite. Chaque fois, nous faisons des publications sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et notre site Internet aussi. Et aussi par mailing aussi, nous faisons cela. Donc, rassurez-vous, dès demain, vous allez avoir les présentations et nous allons vraiment envoyer le lien de la vidéo replay pour ceux qui ont raté cet webinaire pourront le suivre encore en vidéo sur nos plateformes, YouTube par exemple. Donc, restez connectés au CNPM, nous sommes là et à très bientôt, Inch'Allah. Merci, Monsieur le Président. Nous allons aussi dire aux panélistes que de nous faire parvenir, si possible, leur présentation pour que nous puissions faire une compilation au niveau du CNPM et qui va servir document de travail dans les prochains jours. OK, donc merci bien. C'est ainsi que prend fin ce webinaire. Au revoir et à bientôt. Merci. Monsieur le ministre, on peut avoir votre numéro, s'il vous plaît? Monsieur le ministre, si vous êtes là, on peut avoir votre numéro. Non, hors antenne, s'il vous plaît. Hors antenne, s'il vous plaît. Voilà.